En novembre 1942, l'armée rouge lança l'opération Uranus et détruisit en quelques semaines ce qu'il restait de deux armées complètes sur les rives de la Volga. Il ne s'agissait pas d'armées allemandes, c'étaient des Roumaines. La Roumanie avait envoyé dans les steppes soviétiques plus de soldats que tout autre allié de l'Allemagne nazie. 464 000 hommes à son maximum, dépassant l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Croatie réunies. Aucun autre pays de l'Axe ne s'est autant sacrifié. Le maréchal Ion Antonescu n'a pas été entraîné dans la guerre. Il l'a choisi. Il l'a appelée « guerre sainte ». Et pendant plus de 3 ans, les soldats roumains ont combattu, tué et sont morts avec une conviction qui a surpris même les officiers allemands qui les commandaient. Environ 300 000 Juifs sont morts dans les territoires sous administration roumaine pendant la guerre, dans ce que les historiens appellent l'Holocauste par balle. Les troupes roumaines n'ont pas seulement obéi aux ordres allemands, elles ont déclenché des pogroms, exécuté des déportations massives vers la Transnistrie et participé activement à des massacres. L'écrivain juif roumain Mihail Sebastian, qui a survécu à Bucarest, a noté dans son journal le mélange de terreur et de perplexité de voir ses voisins devenir des bourreaux. Les cicatrices qui ont forgé un allié, la Roumanie entre les deux guerres. Le 26 juin 1940, à 10 heures du matin, le gouvernement soviétique remit un ultimatum à la Roumanie. Le délai était de 24 heures. L'exigence, l'évacuation immédiate de l'armée et de l'administration roumaine de la Bessarabie et du nord de la Bucovine. Il n'y avait aucune marge de négociation. L'Union soviétique venait de se partager la Pologne avec l'Allemagne nazie et tendait maintenant sa main vers le sud-est de l'Europe. Le roi Carole II, qui gouvernait par une dictature royale depuis 1938, fit appel désespérément aux diplomates allemands. La réponse de Berlin fut froide et définitive. La Roumanie devait céder. Le Führer Adolf Hitler n'avait aucun intérêt à défendre un pays qui n'était pas encore son allié formel. Carole II ordonna à l'armée de se retirer sans combat. Ce qui suivit fut une humiliation sans précédent dans l'histoire roumaine récente. Entre le 28 juin et le 2 juillet 1940, les troupes roumaines se retirèrent des territoires qui appartenaient au royaume depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La Bessarabie, une région de plus de 44 000 km² avec une population majoritairement roumaine, passa sous drapeau soviétique. Le nord de la Bucovine, province que la Roumanie avait reçue lors de la désintégration de l'Empire austro-hongrois en 1918, connut le même sort. L'armée roumaine en retraite subit des attaques de civils pro-soviétiques et de troupes de l'armée rouge qui avançaient plus vite que convenu. Des soldats furent désarmés, certains exécutés. La retraite fut décrite par des témoins comme une procession de la honte, mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Le 30 août 1940, par le second arbitrage de Vienne, Hitler et Mussolini forcèrent la Roumanie à céder le nord de la Transylvanie à la Hongrie. Cette région, que les Roumains considéraient comme le cœur historique et géographique de leur nation, abritait un mélange de populations roumaines, hongroises et allemandes. La perte fut dévastatrice sur les plans émotionnels et politiques. En moins de 3 mois, la Roumanie avait perdu des territoires totalisant plus de 100 000 km² et une population de millions de personnes. La combinaison de ces deux pertes déclencha une crise politique qui renversa le roi Carole II. Les manifestations dans les rues de Bucarest devinrent violentes. Le général Ion Antonescu, récemment nommé Premier ministre, profita du chaos pour forcer l'abdication du monarque le 6 septembre 1940. Son fils, le jeune Mihai Ier, âgé de 19 ans, monta sur le trône. Mais le pouvoir réel revint à Antonescu, qui se proclama conducator, terme roumain signifiant « chef », calquant délibérément la sémantique du Führer allemand et du Duce italien. Antonescu était un militaire de carrière né à Pitești en 1882, formé à l'école militaire de Craiova, puis à l'école supérieure de guerre. Il était irascible, exigeant et profondément anticommuniste. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait servi comme chef d'état-major du général Constantin Présent et en 1922, il avait été nommé attaché militaire à Paris, où il cultiva une admiration ambivalente pour la France et une conviction croissante que l'ordre européen de l'entre-deux-guerres était fragile. Lorsqu'il retourna en Roumanie à la fin des années 1920, il commença à courtiser des groupes d'extrême droite
notamment la Légion de l'Archange Michel, le mouvement fasciste le plus puissant d'Europe de l'Est, en dehors de l'Allemagne et de l'Italie. La Légion de l'Archange Michel, fondée en 1923 par Corneliu Zelea Codreanu, combinait l'ultranationalisme avec une mystique orthodoxe chrétienne qui la différenciait du nazisme allemand, mais convergeait avec lui dans l'antisémitisme biologique et le mépris de la démocratie libérale. En 1938, elle comptait des centaines de milliers de partisans actifs. Lorsque Antonescu prit le pouvoir en septembre 1940, la Légion, également connue sous le nom de Garde de fer, participa d'abord au gouvernement, créant le dénommé État national légionnaire. Mais la cohabitation fut brève et sanglante. En janvier 1941, les légionnaires tentèrent un coup d'État qu'Antonescu écrasa avec le soutien de l'armée régulière et, de manière cruciale, avec l'acquiescement d'Hitler, qui préférait l'ordre d'Antonescu aux gardes de la Légion, chaotique et fanatique. Le résultat fut qu'Antonescu consolida un pouvoir personnel absolu avec un régime qui combinait l'autoritarisme militaire, l'antisémitisme institutionnel et une alliance idéologique profonde avec l'Allemagne nazie. Le 23 novembre 1940, la Roumanie signa le pacte tripartite et rejoignit officiellement l'Axe. Ce ne fut pas seulement un calcul stratégique pour récupérer les territoires perdus. Ce fut aussi une déclaration de valeurs. L'antisémitisme en Roumanie n'était pas un produit importé de Berlin. Il avait des racines remontant au XIXe siècle, lorsque les Juifs furent exclus de la citoyenneté pleine pendant des décennies. Durant l'entre-deux-guerres, les partis politiques à tendance antisémite se multiplièrent. Les universités adoptèrent des quotas limitant l'accès des étudiants juifs. En 1938, le gouvernement de Carole II révoqua la citoyenneté de dizaines de milliers de Juifs par un décret. Ce qu'Antonescu fit fut radicaliser et systématiser une impulsion déjà présente dans la société roumaine, maintenant amplifiée par le mythe du judéo-bolchevisme, la croyance largement diffusée et activement promue par la propagande d'État que le communisme soviétique était essentiellement une conspiration juive et que la guerre contre l'URSS était simultanément une croisade contre le bolchevisme et contre les Juifs. Dans ce cadre idéologique, avec l'armée réorganisée et avec la promesse allemande de récupérer la Bessarabie et le nord de la Bucovine, la Roumanie attendit le signal d'Hitler pour lancer la plus grande campagne militaire de son histoire. La guerre sainte, Opération Barbarossa et le front de l'Est, 1941. À 3h15 du matin, le 22 juin 1941, les forces allemandes franchirent la frontière soviétique sur des milliers de kilomètres. Dès la première minute, la Roumanie était également en guerre. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique. L'armée roumaine déploya ce même jour plus de 325 000 soldats organisés dans le groupe d'armée Antonescu, qui opérait sous commandement nominal roumain, mais en étroite coordination avec la Wehrmacht. Le général Petre Dumitrescu commandait la 3e armée roumaine sur le flanc droit. Le général Constantin Ciuperca dirigeait la 4e armée sur le flanc gauche. Les deux formations avaient passé des mois à se réorganiser et à se rééquiper après les coups subis pendant la crise de 1940. Ce n'étaient pas des troupes parfaites. Elles manquaient de blindés modernes, d'artillerie lourde et de véhicules motorisés en quantité suffisante. Mais elles étaient motivées avec une intensité qui surprendrait même les officiers allemands les plus sceptiques. La différence avec les autres alliés de l'Axe fut évidente dès les premiers jours. L'Italie déclara la guerre à l'Union soviétique le même 22 juin, mais ses troupes ne commencèrent à combattre sur le front oriental que plusieurs mois plus tard. La Finlande attendit que les bombardements soviétiques sur ces villes lui fournissent un prétexte pour entrer en guerre, le 25 juin. La Hongrie tarda encore plusieurs jours. Seule la Roumanie fut présente dès le premier matin, sans avoir besoin de provocation ou de prétexte supplémentaires. Le conducateur Ion Antonescu avait appelé cette guerre « sainte » dans ses discours à la nation. Pour les soldats qui traversèrent la rivière Pru dans les premières heures du 22 juin, ce n'était pas une métaphore. L'objectif immédiat était de récupérer ce qui avait été perdu un an auparavant, le nord de la Bucovine et la Bessarabie. Pour beaucoup de soldats roumains, la guerre n'était ni abstraite ni idéologique au sens froid du terme. Ils connaissaient personnellement ces terres. Ils avaient grandi en entendant les noms des rivières, des villages, des villes.
Lorsque la 4e armée franchit le Pru et commença à avancer vers Chisinau, elle trouva des populations de langue roumaine qui les accueillirent avec une émotion authentique. Le chroniqueur de guerre Georges Zoudard, correspondant français qui accompagna les troupes roumaines durant les premiers jours de la campagne, décrivit des scènes de vieilles femmes embrassant les mains des officiers dans les rues des villages de Bessarabie que les soviétiques avaient abandonnés précipitamment. Mais cette même avance portait en elle quelque chose de beaucoup plus sombre. Dès les premières heures de la campagne, les services de sécurité roumains commencèrent à opérer derrière le front dans ce que la terminologie officielle appelait le nettoyage du terrain. Les instructions qui circulaient dans les commandements intermédiaires parlaient d'éliminer les communistes, les saboteurs et les agitateurs. En pratique, ces termes étaient appliqués presque exclusivement aux communautés juives des territoires récupérés. Le général Ion Antonescu avait émis des directives spécifiques en ce sens. L'idéologie du judéo-bolchevisme, l'équation entre judaïsme et communisme soviétique, n'était pas seulement de la propagande, elle était une doctrine d'État que les officiers étaient obligés d'exécuter. Ce qui se produisit à Iași entre le 28 et le 30 juin 1940 et en incarne brutalement cette doctrine. Iași était la 2e ville de Roumanie, avec une communauté juive de plusieurs dizaines de milliers de personnes installées depuis des siècles dans la région de Moldavie. Les accusations de signalisation d'avions soviétiques et de tireurs juifs, pour la plupart jamais prouvées et largement inventées, servirent de déclencheurs. Des soldats de l'armée, des gendarmes, des policiers et des civils roumains attaquèrent le quartier juif de la ville. Les scènes décrites par les survivants incluaient des exécutions dans les rues, dans les cours intérieures des bâtiments et dans la cour de la préfecture. Les survivants furent entassés dans des wagons de trains scellés. Ces trains circulèrent pendant plusieurs jours, avec des milliers de personnes entassées à l'intérieur, sans eau ni ventilation, sous la chaleur de la fin juin. Lorsque les wagons étaient ouverts dans les gares, les corps se comptaient par centaines. Le nombre total de victimes du pogrom de Iași et des trains de la mort qui suivirent est estimé entre 13 000 et 15 000 personnes. L'écrivain roumain d'origine juive, Mihail Sebastian, qui écrivait cette même année dans son journal sur les lois antisémites qui l'empêchaient de publier, d'exercer sa profession ou d'apparaître dans le générique de ses propres œuvres, nota l'horreur provenant de Iași avec un mélange d'effroi et le sentiment angoissant que cela pouvait lui arriver à Bucarest. L'avance militaire se poursuivit rapidement sur le territoire récupéré. En juillet 1941, la 4e armée roumaine entra dans Chisinau, dévastée par les combats. En août, toute la Bessarabie était de nouveau sous drapeau roumain. Les troupes avancèrent vers le nord et reconquirent les villes de Bukovine. Antonescu reçut alors la proposition de s'arrêter aux frontières antérieures à 1940. Il la rejeta sans hésiter. Avec l'accord d'Hitler et en soutenant que la guerre devait continuer jusqu'à éliminer définitivement la menace soviétique, il ordonna à l'armée de traverser vers l'est le fleuve Dniestre, vers un territoire qui n'avait jamais été roumain, vers ce qui deviendrait la Transnistrie. La décision de continuer au-delà du Dniestre transforma la nature de la participation roumaine à la guerre. Jusqu'alors, on pouvait soutenir qu'il s'agissait d'une guerre de récupération territoriale. En traversant ce fleuve, la Roumanie devint une puissance d'occupation de territoires soviétiques et avec ce statut vinrent de nouvelles responsabilités et de nouveaux crimes. La cible suivante fut Odessa, le port le plus important de la mer Noire soviétique, avec plus de 600 000 habitants en temps de paix, était défendu par 3 anneaux concentriques de fortifications construites durant l'année précédente. Les défenses comprenaient des lignes de tranchées de plusieurs mètres de profondeur creusées dans le sous-sol argileux des collines entourant la ville, des bunkers en béton armés avec des champs de tir croisés, des obstacles anti-chars et un réseau dense de barbelés. La garnison soviétique, renforcée depuis la mer par la flotte de la mer Noire, reçut l'ordre de défendre la ville jusqu'au dernier homme. L'artillerie navale des navires ancrés dans le port étendait la portée des défenseurs à plusieurs kilomètres au-delà des lignes terrestres. Le siège commença le 5 août 1941 et dura 73 jours. La majorité des opérations terrestres reposèrent sur la 4e armée roumaine. Les Allemands n'assignèrent que des unités d'appui et de l'artillerie lourde. C'était à tous les effets pratiques une bataille roumaine.
Les attaques frontales contre les tranchées soviétiques coûtaient des centaines de morts par jour lors des moments d'intensité maximale. La tactique défensive soviétique incluait des contre-attaques nocturnes qui reprenaient les positions prises pendant la journée, obligeant les Roumains à recommencer l'avance chaque matin. L'été ukrainien, sec et poussiéreux, avec des températures dépassant 35 degrés Celsius le jour et chutant brutalement la nuit, ajoutait une punition physique supplémentaire pour les combattants des deux camps. Les soldats roumains avançaient à travers des champs de tournesol où les corps de leurs camarades tombés gisaient depuis des jours, sans pouvoir être récupérés sous le feu ennemi. Un officier de l'état-major roumain qui visita le front en septembre 1941 décrivit dans son journal des positions avancées où les soldats n'avaient pu dormir que 2 ou 3 heures par nuit pendant plus de 2 semaines, relevés à peine par des unités tout aussi épuisées. Les rations étaient insuffisantes, l'eau manquait dans certains secteurs. Les munitions d'artillerie roumaine étaient insuffisantes pour contrer le feu des navires soviétiques. Le général roumain Nicolae Ciuperca fut relevé du commandement de la 4e armée le 27 août 1941, en partie à cause de ses plaintes répétées sur le manque de soutien allemand et sur les pertes insoutenables. Il fut remplacé par le général Iosif Jacobici. La rotation ne changea pas la réalité tactique. Les attaques continuèrent, les pertes s'accumulèrent. Lorsque Odessa tomba finalement le 16 octobre 1941, après l'évacuation de la garnison soviétique par la mer, 110 000 soldats et 15 000 civils transportés par des navires que l'aviation de l'Axe ne put arrêter, les rues de la ville étaient presque désertes. Les bâtiments du centre avaient été minés avant la retraite. Plusieurs explosions pièges tuèrent des officiers et soldats roumains qui pénétrèrent dans les bâtiments dans les jours suivants. Le coût total du siège pour l'armée roumaine est estimé à environ 90 000 pertes entre morts, blessés et disparus. C'était un chiffre équivalent à plusieurs divisions complètes anéanties pour prendre une seule ville. Le massacre qui suivit l'explosion du 22 octobre au quartier général roumain d'Odessa, où moururent le général Ion Glogojanu et 60 autres officiers, se développa avec une systématicité qui le distingua des excès improvisés du pogrom de Iasi. Les ordres d'Antonescu étaient explicites quant aux proportions de représailles, 200 communistes pour chaque officier tué, 100 pour chaque soldat. Les registres des unités exécutantes montrent que les victimes furent majoritairement choisies parmi la population juive d'Odessa, sans preuve quelconque de lien avec l'attentat. Les corps de milliers de personnes furent brûlés dans des entrepôts à la périphérie de la ville, dans la zone de Dalnik. D'autres furent pendus sur les places publiques et laissés suspendus pendant plusieurs jours comme avertissement. Les estimations les plus prudentes chiffrent les victimes du massacre d'Odessa à 25 000 personnes. Certaines estimations atteignent 34 000. La Roumanie négocia formellement avec l'Allemagne l'administration de la Transnistrie par un accord signé à Tighina le 30 août 1941. Le territoire, d'environ 40 000 km² entre le Dniestre et le Bug, avec une population d'environ 2 millions de personnes, ukrainiennes, juives, roumaines de Bessarabie, grecques, bulgares, allemandes, fut placé sous administration civile roumaine dirigée par le gouverneur Gheorghe Alexianu. C'était une région dévastée par les combats, avec des infrastructures détruites, des récoltes non récoltées et des villes où les Allemands avaient massacré les Juifs avant l'arrivée de l'administration roumaine. Ce que la Roumanie construisit en Transnistrie fut un système de ghettos et de camps de concentration répondant à une logique d'extermination par l'épuisement. Les déportations depuis la Bessarabie et la Bucovine commencèrent à l'automne 1941. Des dizaines de milliers de Juifs, personnes âgées, femmes et enfants inclus, furent forcés de marcher pendant des semaines vers l'intérieur de la Transnistrie dans ce que les survivants décrivirent comme des marches de la mort informelles. Ceux qui s'effondraient d'épuisement étaient fusillés sur place. Ceux qui arrivèrent dans les ghettos de Balta, Mogilev-Podolski, Tulchin, Berezovka ou Bogdanovka trouvèrent des baraquements sans chauffage, sans eau potable, avec des rations alimentaires calculées pour rester à la limite de la survie. L'hiver 1941 à 1942 fut l'un des plus froids du siècle dans la région, avec des températures descendant régulièrement à -20 et -30 degrés Celsius. À Bogdanovka,
le camp le plus meurtrier de Transnistrie, administré par la gendarmerie roumaine, entre le 21 décembre 1941 et le 1er janvier 1942, des unités roumaines et ukrainiennes auxiliaires massacrèrent environ 54 000 juifs en une semaine. Les victimes furent brûlées vives dans des étables ou fusillées en groupe près des ravins du fleuve Boug. La commission Wiesel de 2004 documenta cet épisode comme le plus grand crime de guerre commis par les forces armées roumaines durant toute la guerre. Les troupes roumaines assistèrent également les Einsatzgruppen allemands, unités SS chargées des exécutions massives, dans leurs opérations en Ukraine et en Crimée. Dans plusieurs cas, des unités d'infanterie et de gendarmerie roumaines formèrent les cordons entourant les communautés juives avant que les Allemands n'exécutent les fusillades. Dans d'autres, elles participèrent directement au massacre. Le niveau d'implication varia selon le lieu et le moment, mais le modèle est suffisamment cohérent pour que les historiens parlent de complicité active et non de simple subordination passive aux ordres allemands. Dans le même temps, les combattants du corps de montagne roumain du général Gheorghe Avramescu, troupes d'élite entraînées au combat en terrain accidenté, avancèrent à travers le sud de l'Ukraine vers la Crimée. Le siège de Sébastopol, la grande forteresse navale soviétique située à l'extrémité sud de la péninsule, impliqua une participation significative des unités roumaines aux côtés des divisions allemandes. La Crimée fut finalement conquise en juillet 1942, après des mois de combats que les soldats considérèrent comme les plus intenses qu'ils avaient livrés. À cette époque, l'armée roumaine avait combattu pendant une année entière dans des conditions que seule l'Allemagne, parmi les puissances de l'Axe, avait soutenues de manière continue. Les commandants allemands, qui au début de la campagne attendaient davantage de la Finlande et moins de la Roumanie, révisèrent leur évaluation. Le groupe d'armée Antonescu avait dépassé toutes les attentes initiales, mais les succès de la première année avaient un coût que les états-majors de Bucarest ne calculaient pas encore avec précision. Le meilleur matériel humain de l'armée roumaine, les officiers vétérans, les sous-officiers expérimentés, les soldats ayant combattu en Bessarabie, à Odessa et en Crimée, étaient consommés à un rythme que les classes de remplacement ne pouvaient pas soutenir. Les divisions qui marcheraient vers le Don en 1942 seraient dans de nombreux cas des troupes de deuxième appel, moins entraînées et moins cohésives que celles qui avaient repris Odessa un an plus tôt. Le prix de la loyauté. La catastrophe de Stalingrad, 1942 à 1943. À l'été 1942, l'Allemagne lança l'opération Bleue, son offensive vers le sud de la Russie et le Caucase. L'objectif était de couper l'approvisionnement pétrolier soviétique, de capturer les gisements de Bakou et de mener la guerre à une conclusion favorable avant que la capacité industrielle soviétique et le soutien nord-américain n'inclinent définitivement la balance. Pour cette campagne, l'armée rouge roumaine contribua avec plus de soldats que tout autre allié de l'Axe. Le général Ilie Steflea, nouveau chef de l'état-major roumain depuis le début de 1942, organisa la mobilisation et le déploiement d'un contingent qui atteignit en novembre 1942 son point maximal. 464 000 soldats sur le front, dont 83 300 occupant la Transnistrie. C'était un effort colossal pour un pays d'environ 16 millions d'habitants. La troisième armée roumaine, sous le commandement du général Petre Dumitrescu, fut déployée sur le flanc nord du front de Stalingrad, le long du fleuve Don. La quatrième armée roumaine, partiellement réorganisée, couvrait le flanc sud. Les deux formations occupaient des positions extrêmement étendues, avec une artillerie anti-chars limitée, des chars obsolètes et des divisions qui, dans certains cas, couvraient des fronts pouvant atteindre 40 km, avec des forces conçues pour défendre un tiers de cette étendue. Les officiers roumains avertirent à plusieurs reprises leurs homologues allemands que leur position était intenable si l'armée rouge lançait une offensive massive. Le général Dumitrescu envoya des rapports détaillant les concentrations de troupes soviétiques au nord du Don. Le général Steflea présenta ses préoccupations directement au commandement allemand. Les avertissements furent ignorés ou minimisés. Les hauts commandements de l'armée allemande du Sud sous-estimèrent la capacité offensive soviétique et considérèrent que les Roumains exagéraient leurs difficultés. Le 19 novembre 1942, à 7h30 du matin,
l'armée rouge lança l'opération Uranus. Après une préparation d'artillerie de plusieurs jours que les témoins décrivirent comme un grondement continu audible à des dizaines de kilomètres, les chars soviétiques percèrent les lignes de la 3e armée roumaine sur le flanc nord. La terre gelée facilita le mouvement des blindés. Les positions roumaines, creusées dans un sol gelé à moins 20 degrés Celsius, s'effondrèrent en quelques heures dans les secteurs où la concentration soviétique était la plus forte. Le lendemain, le 20 novembre, une deuxième force soviétique attaqua le flanc sud, où se trouvait la 4e armée roumaine. En moins de 72 heures, les deux pinces soviétiques se refermèrent à Kalach, sur le Don, achevant l'encerclement de la 6e armée allemande du feldmaréchal Friedrich Paulus à l'intérieur de Stalingrad. Les deux armées roumaines avaient été le point d'entrée du plus grand encerclement de la guerre. Les pertes roumaines à Stalingrad et dans ses environs furent catastrophiques. On estime que la 3e armée perdit environ 75% de sa force combattante. Des dizaines de milliers de soldats roumains furent faits prisonniers. D'autres moururent lors de la retraite à travers la steppe enneigée. Les survivants revinrent en Roumanie avec des récits d'abandon. Les renforts allemands promis n'arrivèrent pas à temps, l'armement anti-char était insuffisant. Et lorsque le front se désintégra, les unités allemandes en retraite occupèrent les trains et les camions, laissant les soldats roumains à pied dans le froid. La relation entre les Alliés s'empoisonna après Stalingrad. Les Allemands accusèrent les Roumains de ne pas avoir résisté. Les Roumains accusèrent les Allemands de ne pas les avoir équipés ni renforcés. Les soldats allemands en retraite furent photographiés poussant les Roumains hors des trains, les chassant des abris. Le général Steflea présenta sa démission en août 1942 après avoir été insulté par Antonescu pour la performance de l'état-major, bien qu'il ne l'ait pas effectivement exécuté. Il le fit à nouveau en avril 1944, également sans résultat définitif. L'épisode de Stalingrad eut une autre conséquence qui mit des mois à devenir visible mais qui se révéla décisive. Le roi Mihai Ier, qui, en 1941, avait ouvertement soutenu la croisade anticommuniste et s'était même plaint qu'Antonescu l'empêchait de visiter le front plus souvent, commença à s'éloigner du Conducator. La défaite massive, le traitement réservé aux soldats roumains par leurs alliés allemands et la perception croissante que l'Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre semèrent chez le jeune monarque les graines de la trahison qui germeraient 2 ans plus tard. Malgré le désastre, la Roumanie continua à combattre. En 1943, elle maintenait 110 000 soldats dans le Caucase et en Crimée. Ses navires de guerre escortaient les convois de l'Axe en mer Noire. Ces ports traitaient le chrome turc nécessaire aux usines allemandes pour fabriquer de l'acier de qualité. Et le pétrole de Ploesti continuait à affluer vers le Reich. La dépendance de l'Allemagne envers la Roumanie n'avait pas diminué, mais était devenue plus urgente à mesure que la situation militaire générale se détériorait. Sang dans la vallée du Prahová, le pétrole qui fait la guerre. Avant la guerre, les champs pétrolifères de la vallée du Prahová produisait environ 3% du pétrole mondial. Ce chiffre modeste cachait une réalité géopolitique de première importance. Pour l'Allemagne nazie, qui ne possédait pas de source propre d'hydrocarbures en quantité significative, le pétrole roumain était le carburant littéral de sa capacité de guerre. Les raffineries de Ploesti transformaient la majeure partie de cette production. La ville, d'environ 100 000 habitants en 1940, était dominée par les tours de distillation et les cheminées qui brûlaient jour et nuit. L'odeur du pétrole brut imprégnait l'air à plusieurs kilomètres à la ronde. Les raffineries, Columbia Aquila, Astra Romana, Standard Petrol, Concordia Vega, étaient des complexes industriels de plusieurs kilomètres carrés chacun, avec des réservoirs de stockage, des pipelines, des voies ferrées et des milliers d'ouvriers travaillant en équipe continue. Par le Danube, les barges chargées de pétrole raffiné naviguaient vers le nord, vers le cœur du Reich. Le haut commandement allié comprit très tôt l'importance stratégique de Ploesti. En juin 1942, la 15e force aérienne des États-Unis réalisa une première attaque avec des bombardiers, qui se révéla inefficace. Le 1er août 1943, les Américains tentèrent l'attaque la plus audacieuse jusqu'alors, l'opération Tidal Wave, dans laquelle 178 bombardiers B-24 Liberator volèrent à basse altitude, certains à moins de 30 mètres au-dessus des toits, vers les raffineries.
L'opération fut un désastre pour les attaquants. 54 avions abattus, 532 membres d'équipage morts ou capturés, 5 pilotes reçurent la Medal of Honor ce jour-là. Les raffineries furent endommagées, mais non détruites. La campagne aérienne systématique commença sérieusement au printemps 1944. À partir du 4 avril de cette année-là, lorsque la 15e force aérienne sous le commandement du général de division Nathan F. Twining commença les attaques soutenues, la Roumanie entra dans une nouvelle phase de la guerre. Les bombardiers américains attaquaient de jour. Les bombardiers britanniques et soviétiques minaient le Danube de nuit pour entraver le trafic fluvial de pétrole vers l'Allemagne. La Royal Air Force se concentra sur le passage des portes de fer, près de la frontière serbe, le goulot d'étranglement que toute barge devait franchir. L'aviation soviétique attaquait les bras du delta du Danube. Le premier grand bombardement sur Bucarest, le 4 avril 1944, surprit la capitale. La gare ferroviaire était remplie de réfugiés fuyant le front du Nord-Est. Les bombes tuèrent 2942 civils et laissèrent 2126 blessés en une seule journée. Ce n'était que le début. Entre avril et août 1944, les bombardiers américains détruisirent 157 locomotives, 619 wagons de passagers, 3010 wagons de fret et 1525 citernes. Les dommages matériels à la population civile furent énormes. 7600 morts, 7600 blessés et 46 523 maisons détruites. Pour juin 1944, la coordination aérienne entre soviétiques et occidentaux avait atteint un niveau remarquable. Une ligne de bombardement fut établie pour diviser l'espace aérien roumain. Tout à l'ouest de la ligne Budapest-Ploiesti-Bucarest-Constanta relevait de la 15e force aérienne américaine et de la Royal Air Force britannique. Tout à l'est était assigné à l'aviation soviétique. L'objectif combiné était simple, priver les panzers allemands de carburant avant la fin de l'été. La défense anti-aérienne roumaine, robuste grâce aux années de préparation, fut soumise à une pression croissante. L'aviation roumaine perdit tellement de pilotes et d'avions dans les combats contre les bombardiers américains qu'en août 1944, elle décida de suspendre les opérations de chasse, réservant les appareils restants à l'offensive soviétique imminente. Le 18 août 1944, lors du dernier effort aérien combiné germano-roumain, les défenseurs réussirent à abattre plusieurs bombardiers, mais subirent des pertes insoutenables. Le pétrole fut aussi l'argument central que Hitler avança devant Antonescu lors de leur dernière réunion, tenue les 5 et 6 août 1944 au Wolfschanze, le quartier général du Führer en Prusse orientale. Entourés de leur état-major, les deux dictateurs discutèrent de la stratégie pour défendre la Roumanie. Antonescu plaida pour un retrait immédiat vers la ligne dite FNB, Foxani-Namoloasa-Braila, une position défensive de 90 km de large traversant le passage de Foxani, la porte naturelle vers la plaine de Valachie. Hitler refusa. Le Führer savait que perdre le contrôle du terrain signifiait perdre le pétrole, et sans pétrole, la guerre était perdue. Il ordonna de maintenir les positions avancées en Moldavie et en Bessarabie. Ce fut la dernière fois que les deux dirigeants se virent. Le 4 mars 1944, l'état-major soviétique, Stavka, lança une offensive de printemps depuis l'Ukraine qui surprit les commandements du groupe d'armées Allemagne du Sud par sa vitesse et son ampleur. En moins de 2 semaines, les chars soviétiques du deuxième front ukrainien capturèrent Vapniarka, un nœud ferroviaire en Transnistrie à seulement 50 km du fleuve Dniestre. Le 15 mars, le groupe d'armées A, bientôt rebaptisé groupe d'armées Sud-Ukraine, prit le contrôle de la Transnistrie, territoire que les Roumains avaient administré pendant près de 3 ans. Le 18 mars, les troupes soviétiques franchirent le Dniestre vers le nord de la Bessarabie. 8 jours plus tard, elles franchirent le Prut vers le nord de la Moldavie sans que les Roumains puissent organiser une défense cohérente. Les forces du premier front ukrainien pressaient simultanément depuis le nord. Le 26 mars, la ville de Cernoti, capitale régionale de Bukovine, tomba sans combat. Pour le groupe d'armées Sud-Ukraine, la situation était critique. Le front avancé s'était désintégré et la route vers l'intérieur de la Roumanie semblait ouverte. L'état-major général roumain ordonna le 15 mars la remobilisation de la 4e armée pour défendre le territoire national.
Mais, avec la majorité de ses troupes encore en Crimée, les Roumains ne pouvaient initialement engager qu'un corps d'armée et un groupe blindé improvisé. Les Soviétiques avancèrent plus vite que les Roumains ne pouvaient organiser une défense. Staline et la Stavka identifièrent Iasi, capitale régionale de Moldavie, et Chisinau, capitale de Bessarabie, comme les objectifs principaux de la nouvelle offensive. La logique était claire. Capturer ces deux villes empêcherait les forces de l'Axe d'organiser une ligne défensive solide bloquant le passage de Foxani, porte vers la plaine de Valachie où se trouvaient Bucarest et les raffineries de Ploiesti. Si les deux villes tombaient, le régime d'Antonescu pourrait s'effondrer avant même que les Soviétiques atteignent le cœur du pays. Les diplomates soviétiques et roumains commencèrent à se réunir secrètement à Stockholm pour explorer les termes d'un possible armistice. Mais Antonescu refusa que ces conversations aboutissent à un résultat. Il restait convaincu que l'Allemagne pourrait stabiliser le front et que céder devant les Soviétiques signifiait la destruction de tout ce qu'il avait construit. Le 8 avril 1944, le deuxième front ukrainien sous le commandement du général Rodion Malinovski, né à Odessa en 1898, enfant illégitime ayant combattu lors de la Première Guerre mondiale, de la guerre civile russe, de la guerre d'Espagne et sur tous les fronts de la Grande Guerre patriotique, attaqua vers le sud en Moldavie en visant Iasi. Simultanément, les forces soviétiques lancèrent une offensive séparée pour reprendre la Crimée. Le 10 avril, Odessa tomba, ce qui convainquit finalement Hitler d'ordonner l'évacuation de la Crimée. Les troupes évacuées arrivèrent à Constanta, en mer Noire, désorientées et démoralisées, incapables de contribuer efficacement à la défense de la Moldavie. Le groupe d'armées sud-Ukraine, réorganisé avec la 8e armée allemande, la 6e armée allemande, la 4e armée roumaine et la 3e armée roumaine, stabilisa le front vers le 17 avril. Le terrain vallonné de Moldavie et de Bessarabie, très différent des steppes plates d'Ukraine, favorisait les défenseurs. Le réseau ferroviaire roumain, appelé dans la propagande officielle la 2e armée, fonctionnait encore avec une efficacité remarquable, permettant de transférer troupes et approvisionnements rapidement. Les routes, transformées en boue par les pluies printanières, ralentissaient l'avance soviétique autant que la résistance allemande et roumaine. Les Soviétiques tentèrent de reprendre Targu Frumos le 2 mai, mais les panzers allemands et l'infanterie roumaine arrêtèrent l'attaque en une semaine de combat. Ce fut une victoire tactique de l'Axe qui donna le temps de réorganiser les défenses et de construire 3 lignes. La ligne d'Assis en première position, la ligne Trajan comme position principale et la ligne d'Essebal comme position de repli. Des dizaines de milliers de civils roumains, y compris des contingents de juifs organisés en détachements de travail ségrégés sur ordre de l'état-major roumain, creusèrent des tranchées, des fossés anti-chars et des bunkers en béton durant l'été 1944. Le 26 mai, la Stavka ordonna la suspension indéfinie de l'offensive en Roumanie et transféra une armée de chars en Biélorussie pour l'opération Bagration, qui commencerait le 22 juin. Mais la pause en Roumanie ne fut qu'une pause. Staline planifiait déjà le coup décisif pour l'été. L'effondrement. La deuxième offensive, Iasi, Chisinau, Auit, 1944. Le 19 août 1944, les deux fronts soviétiques commencèrent à sonder les défenses de l'Axe le long du front de Iasi et sur le Dniestre. Il ne s'agissait pas d'attaques exploratoires fortuites. C'était le prélude à ce que la Stavka avait préparé pendant des semaines. La plus grande offensive soviétique du secteur sud du front durant toute l'année 1944. Le groupe d'armées sud-Ukraine, sous le commandement du général-oberste Johannes Friesner, récemment transféré de la Baltique où il avait commandé le groupe d'armées nord, savait que l'attaque était imminente. Friesner écrivit lui-même au Führer pour exprimer son inquiétude concernant la situation politique en Roumanie et demanda un commandement centralisé de toutes les forces allemandes dans le pays. La demande fut rejetée. Adolf Hitler ordonna de maintenir les positions avancées. Friesner disposait de peu de marge de manœuvre. Ses forces blindées avaient été réduites au minimum après les transferts vers la Biélorussie et d'autres secteurs du front. Là où il y avait auparavant 9 divisions Panzer et Panzergrenadiers, il ne restait en août 1944 que 3 unités, toutes largement sous leurs effectifs théoriques. Le 20 août, à 5h15 du matin, l'artillerie du 2e front ukrainien ouvrit le feu sur les positions de l'Axe au nord de Poduly-Loayei et au nord-ouest de Iasi.
Le bombardement dura presque 2 heures. Les lignes téléphoniques reliant les unités du front à leurs états-majors furent coupées en quelques minutes. La 5e division d'infanterie roumaine, qui avait lancé une contre-attaque 45 minutes avant le bombardement soviétique, fut surprise à découvert et pratiquement anéantie. L'air brûlait, se souvint des années plus tard un sous-lieutenant roumain survivant du premier jour de l'offensive. Les chars du 6e armée blindée soviétique avancèrent derrière un rideau de feu d'artillerie mobile, sous la protection de 1952 avions concentrés par les soviétiques sur les secteurs de rupture. Les quelques 300 appareils allemands et roumains disponibles ne purent faire face à cette supériorité. À 12h30, des éléments de la 27e armée soviétique avaient franchi la rivière Baloui, l'un des axes défensifs clés de l'Axe, dans la zone de Iași. À 13h, la route vers Iași était ouverte. La 7e division d'infanterie roumaine s'effondra. La 76e division d'infanterie allemande, menacée d'encerclement, dut reculer. Vers 15h, des soldats de la 52e armée soviétique entraient dans Iași par le nord-ouest. Ion Antonescu s'envola de Bucarest vers Bacău pour rencontrer le général Georg Avramescu, commandant intérimaire de la 4e armée, et le général Otto Wöhler à la tête du groupe d'armées allemand Wöhler. La réunion dura 4 heures. Avramescu et ses officiers plaidèrent pour un retrait immédiat vers la ligne FNB. Antonescu et le général Illi Steflea n'étaient pas encore prêts pour une décision aussi drastique. Wöhler s'opposait à toute retraite et exigeait des contre-attaques. Pendant que les généraux débattaient, le front continuait de s'effondrer. Le 3e front ukrainien du général Fyodor Tolboukine attaqua simultanément depuis la tête de pont de Tchitkani sur le Dniestre. La 4e division de montagne roumaine se désintégra en quelques heures. La 306e division d'infanterie allemande subit des pertes, atteignant un tiers de son infanterie avant que la 37e armée soviétique ne traverse depuis la tête de pont. Sans réserve disponible dans la zone, le flanc droit de la 6e armée allemande fut exposé. Le 21 août, les contre-attaques de l'Axe échouèrent l'une après l'autre. La 1re division blindée roumaine, organisée en 2 groupes de combat renforcés de canons d'assaut allemands, combattit avec désespoir mais ne put refermer les brèches ouvertes. Le 18e corps blindé soviétique stoppa la contre-attaque de la 10e division panzergrenadier allemande et détruisit les éléments avancés de la 3e division d'infanterie roumaine. À midi, le 6e corps roumain avait pratiquement cessé d'exister comme unité combattante. L'effondrement du front fut complet. Dans l'après-midi du 22 août, la 6e armée blindée soviétique avait atteint Barlad, à mi-chemin de la ligne FNB. La 6e armée allemande en Bessarabie tentait désespérément d'atteindre les ponts sur le Prut avant que les soviétiques ne les coupent. La 13e division panzer allemande perdit le reste de ses chars dans des tentatives vaines de bloquer les colonnes blindées soviétiques. Au soir du 22 août, le passage du Prut à Ungeni était tombé aux mains soviétiques. À Bacău, le général Avramescu, fatigué des ordres contradictoires et convaincu qu'Antonescu pourrait encore être dissuadé par les Allemands d'ordonner la retraite, présenta sa démission à 20h45. Il n'attendit pas de réponse. Sans transmettre les ordres allemands à ses subordonnés, il les laissa poursuivre le repli durant la nuit. Le 23 août, au lever du soleil sur la Moldavie, le groupe d'armées sud-Ukraine s'était largement désintégré. Des unités allemandes et roumaines mélangées, avec des soldats à vélo, à cheval, dans des charrettes ou à pied, cherchaient désespérément des routes d'évasion vers l'ouest au-delà du Siré River ou vers le sud en direction de la ligne FNB. La panique se lisait sur tous les visages et dans tous les gestes, la peur de ne pas arriver à temps au pont, se souvint un sous-lieutenant du 2e régiment anti-aérien roumain pris dans la débandade près de Tecuci. Le coup de palais, 23 AOIT 1944. Alors que le front s'effondrait, à Bucarest, un jeune roi de 22 ans mettait en œuvre le plan le plus audacieux de sa vie. Mihai Ier de Roumanie avait commencé à s'éloigner de Ion Antonescu après Stalingrad. Durant 1943 et les premiers mois de 1944, le monarque avait renforcé ses contacts avec les dirigeants des partis historiques interdits. Le Parti national paysan roumain de Iuliu Maniu et le Parti national libéral roumain de Gheorghe Bratianu.
et avait constitué un petit cercle de conspirateurs militaires de confiance, principalement des officiers de la Maison royale ou des généraux écartés du service actif par Antonescu. En parallèle, Manu entretenait depuis 1940 des contacts avec le Special Operations Executive britannique, l'agence d'opérations clandestines de Londres, tentant sans succès de convaincre les alliés occidentaux de négocier directement avec l'opposition roumaine. La réponse de Washington et Londres était toujours la même. Il fallait traiter avec Moscou. Cette restriction façonna profondément les calculs du roi. Si les alliés occidentaux n'intervenaient pas dans les Balkans, et les opérations de désinformation alliées destinées à faire croire à Hitler à un possible débarquement dans la région n'étaient précisément qu'un leurre, alors la Roumanie ne pouvait pas espérer que les Américains ou les Britanniques arrivent avant les Soviétiques. Ce que Mihai Ier de Roumanie pouvait faire était tenter d'obtenir les meilleures conditions possibles d'un armistice qui serait inévitablement négocié avec l'URSS et le faire avant que le territoire roumain ne soit complètement occupé par l'armée rouge, lorsqu'il pouvait encore offrir quelque chose en échange. L'axe du plan militaire reposait sur le colonel Dumitru Damasianu, chef d'état-major du commandement militaire de la capitale, qui contrôlait environ 7000 soldats, policiers et unités de soutien à Bucarest et dans ses environs. Damasianu avait la capacité de verrouiller les accès à la ville, d'occuper les points névralgiques de communication et de transport et de neutraliser les unités allemandes dispersées dans la capitale avant qu'elles ne puissent s'organiser. Il était l'homme sans lequel le coup d'État était impossible. Il était aussi celui qui avait demandé 5 jours pour être prêt lorsque le roi lui exposa le plan le 20 août. L'effondrement du front ne laissa pas ce temps. Un autre pilier du cercle conspirateur était le général Constantin Sănătescu, chef de la maison militaire du roi depuis 1943. Antonescu l'avait placé à ce poste précisément pour maintenir Mihai Ier informé des affaires militaires, tout en l'isolant des politiques, sans comprendre qu'il livrait au monarque un officier ayant accès à des informations classifiées et des contacts dans tout le haut commandement. Sănătescu mit le roi en contact avec le général retraité Georg Mihail, ancien chef de l'état-major général, et avec le général retraité Aurel Aldea. Le plan original du coup d'État était simple dans sa conception et dépendait de la centralisation de la réponse roumaine en quelques heures. Antonescu et son vice-premier ministre devaient être invités à une audience avec le roi. Si le conducateur refusait la demande d'armistice, il serait arrêté. Le roi nommerait un nouveau gouvernement qui annoncerait immédiatement la cessation des hostilités contre l'URSS et exigerait le retrait des forces allemandes du territoire roumain. Simultanément, des représentants roumains au Le Caire, où existait déjà un canal diplomatique avec les Alliés, signeraient l'armistice. Le roi enverrait un télégramme personnel au général Henry Maitland Wilson, commandant suprême allié du théâtre méditerranéen, demandant des frappes aériennes sur les objectifs allemands autour de Bucarest et l'interdiction des lignes ferroviaires pouvant amener des renforts allemands depuis la Hongrie, la Bulgarie et la Yougoslavie. Les détails techniques du télégramme à Wilson occupèrent plusieurs membres du cercle conspirateur pendant la nuit du 21 au 22 août. Le service de codage du ministère des Affaires étrangères, dont les bureaux avaient été transférés à Snagov pour échapper aux bombardements américains, passa des heures à chiffrer le message, avec les coordonnées cartographiques précises des objectifs aériens que le roi demandait d'attaquer. C'était un travail minutieux, sous forte pression et dans le secret absolu, dans un bureau où chaque employé pouvait être informateur de l'appareil de sécurité du régime. Le 22 août, lorsque Antonescu annonça qu'il retournerait au front le lendemain avant de revenir brièvement à Bucarest, les conspirateurs accélérèrent le calendrier. Damasianu fut informé qu'il disposerait d'heures et non de jours. Le colonel répondit qu'il ferait de son mieux. Le plan de contingence prévu pour 5 jours devait être exécuté avec les forces disponibles à ce moment-là. À 15 heures, le 23 août 1944, sous une chaleur suffocante dans les salons du Palais Royal, le maréchal Ion Antonescu arriva avec un léger retard, comme à son habitude, à la résidence royale appelée Casa Noua. Le vice-premier ministre Mihai Antonescu était déjà présent avec le général Sănătescu dans la salle d'attente. 2 officiers fidèles au monarque avaient pris position au pied de l'escalier. 3 sous-officiers attendaient dans un couloir adjacent.
Le roi demanda au conducteur un rapport sur la situation du front. Antonescu admit que les Soviétiques avaient percé les lignes en Moldavie et en Bessarabie, mais insista sur le fait que la faute revenait à l'armée, qui n'avait pas combattu avec la dureté nécessaire, et à l'opposition politique, qui avait miné le moral des troupes par une propagande défaitiste. C'était le même argument qu'il avait utilisé après Stalingrad, la même logique refusant de reconnaître que le problème n'était pas la volonté de combattre, mais le rapport de force. Mihai Ier lui demanda directement s'il ne pensait pas que le moment était venu de conclure un armistice. Antonescu énuméra ses conditions. Il devait prévenir Hitler avant toute action, obtenir des garanties alliées que les troupes allemandes se retireraient sans harcèlement, que l'administration civile roumaine continuerait sans interruption, qu'il n'y aurait pas de changements territoriaux avant une conférence de paix et que le gouvernement roumain disposerait d'un district inviolable comme siège. Sănătescu répondit que la Roumanie disposait d'heures, non de jours ni de semaines, pour décider. Le vice-premier ministre Mihai Antonescu, plus pragmatique que le maréchal, demanda au moins quelques jours pour recevoir une réponse des contacts diplomatiques roumains en Turquie. Sănătescu répéta qu'il n'y avait pas ce temps. Le roi demanda à Antonescu de céder le pouvoir à quelqu'un disposé à signer l'armistice sans condition préalable. Le maréchal le refusa avec véhémence. Il déclara qu'il défendrait le passage de Foxani avec toutes les réserves disponibles et que si cela échouait, il organiserait une résistance finale dans les massifs montagneux du sud de la Transylvanie du Sud. C'était la position d'un homme qui croyait encore, ou feignait de croire, qu'une catastrophe pouvait être renversée par la volonté. « Si tel est le cas, il n'y a plus rien à faire », dit Mihai Ier. C'était la phrase convenue. Le capitaine posté hors de la salle entra avec 3 soldats, salua le conducteur puis lui demanda de les accompagner en le saisissant par le bras. Antonescu se figea. Qu'est-ce que cela signifie? Il y eut une seconde de paralysie générale. Puis l'aide du roi depuis le seuil cria aux soldats « Exécutez vos ordres !» Le maréchal fut conduit à l'étage avec le vice-premier ministre. Tous deux furent enfermés dans le grand coffre-fort encastré dans le mur où le roi Carol II conservait sa collection de timbres postaux. C'était une pièce d'ingénierie bancaire aux parois d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur, bien ventilée, avec assez d'espace pour 2 hommes, mais absolument impossible à ouvrir de l'intérieur. L'escorte du conducteur, stationnée devant le bâtiment à moins de 100 mètres du siège de la Gestapo à Bucarest, fut invitée à entrer dans le palais sous prétexte d'échapper à la chaleur. Une fois à l'intérieur, elle fut désarmée et retenue. L'efficacité de cette manœuvre fut critique. Si les gardes du conducteur avaient pu donner l'alerte immédiatement, les Allemands auraient eu 2 ou 3 heures supplémentaires pour organiser la riposte. Dans les heures suivantes, les conspirateurs démantelèrent systématiquement l'appareil du régime. Le ministre de l'Intérieur Dumitru Popescu fut convoqué par un appel téléphonique simulé au nom d'Antonescu, puis arrêté à son arrivée. Le ministre de la Défense, le général Constantin Pantazzi, fut détenu de la même manière. Le préfet de Bucarest et le commandant de la gendarmerie tombèrent également dans le piège. Le chef de la Siguranta, Eugen Cristescu, fut le seul à soupçonner à temps. Lorsqu'on lui demanda de parler directement à Antonescu par téléphone et que le conducteur n'apparut pas à l'appareil, Cristescu refusa de se rendre à la réunion et alla directement alerter la légation allemande. La légation fonctionnait avec un personnel réduit cet après-midi-là. L'ambassadeur, le baron Manfred von Killinger, ancien membre des corps francs de l'après-guerre allemande et de la période des assassinats politiques des années 1920, nommé ambassadeur à Bucarest en 1941, se trouvait hors de la ville. Le conseiller qui le remplaçait réunit les 3 chefs des missions militaires allemandes de l'armée, de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine. Ils décidèrent d'appeler von Killinger, d'informer Berlin et d'attendre les instructions. Ils ne prirent aucune initiative immédiate, ce qui donna aux conspirateurs roumains plusieurs heures d'avance supplémentaires. Pendant ce temps, au Palais Royal, le général Sănătescu reçut la nomination officielle de Premier ministre du nouveau gouvernement d'union nationale. Les dirigeants de l'opposition politique, Maniu du Parti national paysan, Brătianu du Parti national libéral, Titel Petrescu de la social-démocratie et Lucrețiu Patrascanu, avaient été convoqués pour l'audience et devaient fournir au roi une liste convenue de ministres. Aucun d'eux ne se présenta. Maniu était introuvable.
Brătianu avait paniqué à la possibilité que le coup d'État échoue et décida de rester à l'écart jusqu'à connaître le résultat. Patrascanu vint effectivement et fut le seul chef de parti présent durant les heures critiques. Sănătescu dut improviser un gouvernement de généraux auquel Mihai Ier insista pour ajouter les 4 dirigeants de l'opposition comme ministres sans portefeuille, même sans leur consentement préalable. À 22h25, la voix du roi Mihai Ier se fit entendre à la radio roumaine dans tout le pays et dans les positions du front disposant d'un poste récepteur. Il annonça la fin de l'alliance avec les puissances de l'Axe, la cessation immédiate des hostilités contre les forces soviétiques, américaines et britanniques et la formation d'un gouvernement d'unité nationale sous le général Sănătescu. Il mentionna à plusieurs reprises l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis ensemble, au même niveau pour atténuer l'impact psychologique de faire la paix avec l'ennemi que les soldats roumains combattaient depuis plus de 3 ans. Le service de surveillance de la BBC capta le discours et le diffusa comme information principale 30 minutes plus tard. Dans les quartiers généraux alliés de Naples, Alger et Moscou, les téléscripteurs commencèrent à transmettre le texte du discours roumain. La nouvelle surprit complètement Moscou. La Stavka n'avait aucune information préalable sur le coup d'État et les généraux Rodion Malinovski et Fyodor Tolboukine reçurent l'ordre de poursuivre l'offensive comme si rien n'avait changé jusqu'à recevoir de nouvelles instructions. Durant les 48 heures suivantes, les soldats roumains qui se rendirent ou tentèrent de changer de camp au front furent traités comme prisonniers de guerre dans la plupart des secteurs. La réaction sur le front fut chaotique et contradictoire. Beaucoup de soldats roumains n'avaient pas accès à un récepteur radio. Ceux qui entendirent le discours du roi durent faire face à une décision sans précédent. Leurs ordres officiels provenant d'une chaîne de commandement qui n'existait plus leur disaient une chose. La voix du monarque à la radio leur en disait une autre. Un bataillon roumain qui avait réussi à briser un encerclement soviétique sur le front de Iași se retrouva à l'aube face à un bataillon allemand qui fuyait également. Ils échangèrent des informations sur le coup d'État. Le sous-lieutenant qui laissa le témoignage de cette rencontre se souvint. « Nous restâmes stupéfaits. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mes supérieurs nous avaient abandonnés. » Son unité décida de suivre son propre chemin et fut capturée peu après par des patrouilles soviétiques. Transylvanie et le prix de l'armistice, septembre-décembre 1944. Le 5 septembre 1944, la deuxième armée hongroise lança une contre-attaque depuis le nord de la Transylvanie vers le sud, dans le but de capturer les passages clés des Carpates avant l'arrivée des forces soviétiques. Le deuxième corps hongrois avança depuis Cluj-Napoca vers le sud-est. La deuxième division blindée hongroise attaqua par le centre et la 8e division de cavalerie SS progressa depuis Târgu Mureș vers le sud-ouest. L'objectif était de s'emparer des cols de Vulcan Pass et de Turnu Rosu Pass, qui constituaient les accès naturels depuis le sud vers le plateau de Transylvanie. Les gardes-frontières roumains se replièrent en abandonnant jusqu'à 40 km de territoire. Les divisions d'instruction qui composaient le 6e corps territorial roumain et le 6e corps d'armée, formé principalement de jeunes conscrits avec un entraînement minimal, commencèrent à arriver et à creuser des positions défensives le long du Murs River. Mais l'élément critique était le corps mécanisé roumain, la dernière réserve stratégique que l'état-major général avait réussi à rassembler. La 8e division de cavalerie motorisée, la 1re division de cavalerie et la 9e division d'infanterie, ainsi que le détachement blindé improvisé de Ploiești avec des chars d'origine française et tchécoslovaque. Le 6 septembre, la 2e division blindée hongroise perça le front à Ludus, au centre de la ligne roumaine, forçant le 6e corps roumain à se replier vers la rivière Tarnava-Mica River. La 8e division de cavalerie SS avança sur le flanc droit, mais le corps mécanisé roumain lança immédiatement une contre-attaque. Le 7 septembre, la ligne se stabilisa. Le 8 septembre, les Roumains passèrent à l'offensive sur tout le front et, en 4 jours, repoussèrent la 2e armée hongroise de l'autre côté du mur. Pendant ce temps, les forces soviétiques affluaient vers le sud de la Transylvanie depuis le sud, tout en continuant à pénétrer le nord de la Transylvanie depuis l'est. L'armistice soviéto-roumain fut signé à Moscou le 12 septembre 1944, alors que la Roumanie était déjà entièrement occupée par les forces soviétiques.
Le document était dur. 20 articles obligèrent la Roumanie à fournir 12 divisions pour combattre l'Allemagne nazie, à céder le nord de la Bucovine et la Bessarabie à l'URSS, à rapatrier les prisonniers de guerre soviétiques, à payer les coûts de l'occupation soviétique, à verser des réparations de 300 millions de dollars, à juger les criminels de guerre roumains, à permettre la censure soviétique et à dissoudre les groupes de type fasciste. La seule concession visible était la promesse, non garantie, de restituer le nord de la Transylvanie, ou la majeure partie de celui-ci, à la Roumanie. Iosif Staline établit la commission de contrôle alliée soviétique sur la Roumanie sous le commandement du maréchal maintenant promu Rodion Malinovski, promu à ce rang 2 jours plus tôt avec Fyodor Tolboukine en reconnaissance du succès de la deuxième offensive Iassi-Chisinau. Le maréchal Ion Antonescu fut transféré à Moscou sous garde soviétique. Le baron Manfred von Killinger choisit de ne pas tomber aux mains des soviétiques. Il tira sur sa secrétaire puis se suicida. Dans les mois suivants, l'armée roumaine, désormais sous commandement opérationnel du deuxième front ukrainien, combattit en Hongrie et en Tchécoslovaquie contre la Wehrmacht. C'était l'un des retournements les plus étranges de toute la guerre. Les mêmes soldats roumains qui, en 1941, avaient avancé aux côtés des Allemands combattaient désormais contre eux sur le territoire hongrois et tchécoslovaque. Le prix fut élevé. Rien que pour les opérations d'août 1944 jusqu'à la fin de la guerre, la Roumanie perdit des dizaines de milliers d'hommes supplémentaires. Le nord de la Transylvanie fut formellement restitué à la Roumanie après la fin de la guerre, conformément partiellement à la promesse soviétique. La Bessarabie et le nord de la Bucovine ne le furent pas. Ils restèrent à l'intérieur des frontières de l'URSS et ne reviendraient sous souveraineté d'un État roumain qu'après l'indépendance de la République de Moldavie en 1991. Ce que la Roumanie a sacrifié et ce qu'elle n'a jamais récupéré. La deuxième offensive Iassi-Chisinau fut, selon l'historien Grant T. Harward, un désastre sans appel pour l'Allemagne nazie. Non seulement le groupe d'armées sud-Ukraine s'effondra sous les coups des deuxièmes fronts ukrainiens et du troisième front ukrainien, mais la chute de la Roumanie priva le Reich de son allié le plus important sur le front de l'Est et de sa principale source de carburant. Les panzers allemands ayant participé à l'offensive des Ardennes en décembre 1944, la dernière grande attaque allemande à l'ouest, dépendaient en partie des réserves de carburant accumulées avant la perte des champs pétrolifères roumains. La bataille des Ardennes échoua notamment parce que les chars allemands manquèrent d'essence à mi-chemin. L'ampleur du sacrifice roumain durant la Seconde Guerre mondiale est difficile à résumer en un seul chiffre. À son maximum, en novembre 1942, l'armée roumaine alignait 464 000 soldats sur le front de l'Est. Au total, les pertes, morts, blessés et prisonniers, dépassèrent 700 000 hommes. Aucun autre allié de l'Axe, sauf la Finlande, environ 500 000 soldats, mais sur un front beaucoup plus limité et avec des objectifs plus restreints, ne contribua avec autant d'hommes. Mais l'héritage roumain de cette guerre ne peut être séparé de l'Holocauste. Environ 300 000 Juifs moururent dans les territoires sous contrôle roumain. La commission Wiesel détermina dans son rapport de 2004 que la Roumanie fut le seul pays de l'Axe, à part l'Allemagne elle-même, à conduire indépendamment des opérations de massacre de Juifs à grande échelle. Le pogrom de Iasi, le massacre d'Odessa, les camps de Transnistrie, tous furent des crimes roumains et non des crimes allemands imposés à un peuple réticent. Le coup d'État du 23 août 1944 complique encore ce récit. Mihai Ier de Roumanie sauva probablement des dizaines de milliers de vies roumaines en évitant que le pays devienne un champ de bataille où l'armée roumaine aurait été totalement détruite. L'historien Harward souligne que, même s'il est peu probable que le groupe d'armées sud-Ukraine aurait pu maintenir la ligne FNB longtemps, si Antonescu était resté au pouvoir, les réserves roumaines auraient été jetées dans la bataille. L'avance soviétique aurait été plus lente, et la destruction des forces allemandes en retraite aurait été plus sanglante. Mais Mihai Ier paya un prix personnel dévastateur. L'armistice ne donna pas les conditions qu'il espérait. Les Américains et les Britanniques n'agirent pas comme contrepoids à l'Union soviétique. La commission de contrôle alliée en Roumanie fut dominée presque exclusivement par les Soviétiques.
Le Parti communiste roumain, minoritaire et sans base sociale significative avant 1944, accéda au pouvoir en s'appuyant sur la force d'occupation soviétique. À la fin de 1947, 3 ans après le coup d'État qui avait sauvé la Roumanie d'une destruction plus grande, le roi Mihai Ier fut contraint d'abdiquer et envoyé en exil. Il ne reviendrait dans son pays que des décennies plus tard, lorsque le communisme serait déjà tombé. Le débat sur le 23 août 1944 reste intense en Roumanie. Les communistes en firent une fête nationale, mais réécrivirent l'histoire en attribuant le mérite au Parti communiste. Après la chute du communisme en 1989, le récit changea à nouveau. Certains célèbrent cet événement comme un acte de courage ayant raccourci la guerre, d'autres le dénoncent comme une trahison ayant livré le pays à Staline. La réalité est que les deux interprétations sont vraies simultanément. Ce fut un acte qui sauva des vies et qui, en même temps, ne put empêcher la Roumanie de passer d'une dictature fasciste à une dictature communiste. Dans les champs de bataille du nord-est de la Roumanie, en Moldavie, les traces de tranchées sont encore visibles dans les forêts où les tracteurs ne sont jamais passés pour labourer. À la périphérie de Targu Neamt, les bunkers en béton des lignes défensives de l'Axe s'effritent lentement sous la végétation. Dans les cimetières militaires des villages moldaves reposent Roumains, Soviétiques et Allemands, dans une proximité inconfortable. Depuis la chute du communisme, la plupart des monuments locaux portent des croix orthodoxes avec des inscriptions mentionnant parfois la lutte contre le communisme athée, sans séparer proprement les morts de 1941 à 1944 de ceux de 1944 à 1945, comme si l'histoire de la Roumanie dans ce conflit était impossible à raconter en 2 temps distincts, peut-être parce qu'elle l'est. Le même soldat qui combattit les Soviétiques en 1942 combattit les Allemands en 1944. La même armée qui participa à l'Holocauste fut celle qui exécuta le coup d'État permettant aux Alliés d'avancer vers Berlin. Voici l'histoire que les manuels scolaires racontent rarement, celle d'un Allié qui crut en ce qu'il faisait, qui sacrifia plus d'hommes que tout autre dans le camp allemand, qui participa à des crimes de guerre documentés et qui, à la fin, dans un acte désespéré d'autopréservation, changea de camp suffisamment tard pour que le monde se souvienne de lui seulement comme d'une victime de la guerre froide, et suffisamment tôt pour que certains le qualifient de héros.